Hello, bienvenue dans un nouveau JT DTP, celui du mois de mars, et on va parler de pas mal de choses. J'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, il y a 5 articles. En gros, il y en a qui sont des suites, donc je t'invite à aller regarder la vidéo du mois dernier, parce qu'il y a un article qui est en fait la suite de quelque chose dont j'ai déjà parlé qui concerne la PST et qui était dans le JT du mois dernier. Je mettrai une fiche par là, ou par là, je sais jamais où c'est, si tu veux le regarder pour du coup comprendre un peu l'histoire, parce que si t'as pas l'épisode d'avant, ça va être très compliqué de savoir de quoi je parle. Donc on va tout de suite passer aux articles et à la lecture, et on va commencer par de l'aérien. Et vous savez que j'adore cette thématique, et là c'est un truc pas très cool qui est lié aussi au Covid, donc on va en parler. Premier article, et là on va parler du coup de l'aérien, et c'est un article qui est paru dans Tourmag, et c'est une avocate en droit du tourisme qui du coup nous relate un petit peu les faits. Donc c'est 3 ans après, donc après le Covid, les compagnies aériennes qui ne remboursent toujours pas. Alors c'est précisé selon Maître Pitcher, donc c'est en fait une avocate qui est spécialisée dans les recours et les actions en ce qu'on peut appeler en série, mais donc de particuliers ou de consommateurs, et elle regroupe toutes ces actions et elle les mène pour les clients. Donc, il y a toute une partie où elle précise que la ministre du Tourisme, Olivia Grégoire, a été informée de la situation. Elle a précisé que effectivement, il fallait appuyer la situation puisque la DGAC n'arrive pas à faire respecter les règlements et on va dire les rendus de justice qui ont été faits par des juges. D'hab, je vous fais un petit zoom, c'est vachement plus sympa. Donc, 7561 passagers ont fait appel à ces services. C'est énorme. Pour une seule et même personne, c'est énorme. Donc c'est 6 millions d'euros de remboursement réclamés aux compagnies aériennes pour elle seule. C'est-à-dire qu'elle n'est pas la seule en plus à mener des actions. Mais pour cette avocate, c'est 6 millions. C'est énorme. Donc, il y a une phase à l'amiable, si vous ne savez pas comment ça marche, un règlement ou quand vous avez un souci avec une entreprise, etc. Il y a, la première chose, c'est de faire constater qu'il y a un souci. Ensuite, il y a une phase à l'amiable, vous pouvez négocier avec la société. Très souvent, c'est pour ça qu'on fait entrer en jeu des avocats, donc comme Maître Pitcher, qui, elle, s'est adressée donc aux compagnies aériennes. Et si la phase à l'amiable ne fonctionne pas, souvent, après, on va devant un juge. Donc, il est précisé qu'elle est intervenue dans la phase à l'amiable. Elle a été contrainte de déclencher les procédures pour 5877 passagers. Donc, il y a que 2000, en gros, même pas 2000 dossiers qui se sont résolus à l'amiable, ce qui est énorme. Et 78% des demandes de remboursement ont dû faire l'objet d'une procédure en justice. Pareil, alors qu'aujourd'hui, je vous le rappelle, mais les compagnies aériennes doivent rembourser. C'est pas un choix, en fait. Ça a été dit, c'est validé, il n'y a pas de négociation possible. Donc c'est énorme, c'est une très très grosse action en justice. Donc il y a une action collective, c'est précisé, il y a une collaboration collective avec le greffe du tribunal de Bobigny, et il y a, tenez-vous bien, il y a 2 matinées par mois d'audience qui ont été mises en place pour ce contentieux. Pareil, c'est énorme, ça va durer longtemps, je pense. Donc, 150 dossiers traités pour chaque audience au cours des 2 dernières années. C'est énorme. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Donc, comme il y a beaucoup de... Vous savez que la justice aujourd'hui est très engorgée, ça a été fait justement pour désengorger d'autres tribunaux et essayer de fluidifier, comme en plus ce sont les mêmes types de demandes. Du coup, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus vite et que les clients, les voyageurs, soient le plus vite dédommagés. 60,5% de passagers qui ont sans mal pu être remboursés. Donc ça, c'est top. Mais par contre, il y a aussi une partie des compagnies qui font un peu la sourde oreille. Et c'est donc tout le sujet aussi de l'article, c'est en fait certaines compagnies qui veulent limiter les frais, essayent de ne pas rembourser, etc. Et du coup, alors, elle précise, ces dernières, en parlant des compagnies, se sont notamment empressées de rembourser les agences dès l'ouverture de la procédure judiciaire pour tenter ensuite de ne pas avoir les frais de justice à régler, pour ne pas avoir à payer les frais de justice. Les tribunaux, sensibles au sujet du Covid, ont malheureusement parfois encouragé ce type de pratique en ne les sanctionnant pas. En gros, il y a une partie qui va être de rembourser le client, valeur du billet, etc. Mais quand vous faites une action en justice et que vous gagnez, quand vous êtes le consommateur ou quand vous êtes le plaignant, vous pouvez demander à la partie adverse de rembourser vos frais. En fait, c'est ce que, du coup, ont demandé les gens qui n'avaient pas été remboursés, puisqu'ils ont les frais d'avocat, ils ont des frais d'huissier, etc. Elle en parle un petit peu plus loin. Du coup, en fait, ces gens-là n'ont pas perdu que la somme des billets d'avion, mais ont aussi perdu de l'argent parce qu'ils ont engagé des actions. Et ce qu'ont fait les compagnies aériennes, c'est qu'elles se sont dit, on rembourse les agences, comme ça ils peuvent dire aux clients, on vous rembourse, et les frais, on passe ça un petit peu sous silence, on va essayer de
c'est elle qui le dit, hein, je vous fais la traduction, on va essayer un peu de gratter quelques petits sous et on parle pas des frais. On fait valoir, entre guillemets, notre bonne foi en disant on rembourse les billets. Et donc 3 ans après, il y a toujours des compagnies aériennes qui n'ont pas remboursé. C'est tout le problème. Il y a certaines compagnies qui ne veulent même pas rembourser, c'est-à-dire que contestent complètement. Donc là, elle cite Royal Air Maroc. D'autres n'exécutent pas les décisions rendues par la justice, ne respectent pas les accords entre avocats pour mettre fin aux procédures, notamment, et elle cite Thai Airways, qui laisse à l'heure actuelle encore 400 dossiers. Donc c'est énorme, hein. C'est énorme. Il y a après les questions de faillite, je vous passerai, de toute façon je vous mettrai le lien comme d'hab dans la description. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc elle précise, tout cela impose bien sûr aux passagers de recourir aux huissiers de justice pour faire exécuter les décisions et d'en supporter les frais et surtout les risques. Parce que effectivement, ce qu'il y a, c'est que c'est le plaignant qui fait valoir son droit et qui du coup paye pour faire valoir son droit. Donc vous vous doutez, entre frais d'avocat, frais d'huissier, recommandés, etc., ça va vite faire des milliers, voire peut-être des dizaines de milliers d'euros pour obtenir un remboursement d'un billet qui peut peut-être parfois coûter une centaine d'euros. Donc ça aussi, c'est l'autre côté de faire valoir ses droits. Aussi, d'autres ont même simulé, donc je cite, hein, c'est entre guillemets, d'autres ont même décidé de simuler leur faillite pour tenter de se soustraire à ces remboursements, comme Alitalia, qu'elle cite là, avec la création d'ITA ou de Norwegian, qui à elles deux ont laissé près de 500 000 passagers sans remboursement encore aujourd'hui. C'est pas précisé si c'est en France ou pas, je pense que 500 000 passagers, c'est pas qu'en France, c'est au global. Toute une partie où elle précise les compagnies aériennes pour tenter de se soustraire aux frais de justice, ont choisi de payer les OTA au lieu des passagers. Les OTA, c'est toutes les agences de voyage en ligne. Online Travel Agency, hein, c'est ça que ça veut dire. Puisque beaucoup de passagers avaient réservé via des agences de voyage en ligne. Donc il y en a plein, hein, des agences de voyage en ligne. C'est donc pas les sites des compagnies. Hein. Attention, c'est pas la même chose. Pourtant, les passagers ne sont aujourd'hui toujours pas remboursés. Alors que la compagnie aurait remboursé l'OTA en question. Ou le voyageur aurait acheté le billet. Je dis aurait parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas de nom, on ne sait pas, on ne peut pas le prouver. C'est le cas notamment d'un grand nombre de dossiers impliquant le site GoToGate, qui semble avoir conservé tous les fonds et contre lesquels de nouvelles procédures sont actuellement lancées. Donc en gros, il y a pas mal de procédures qui sont lancées contre certaines compagnies, et du coup, à la fin, il est précisé quelles sont les compagnies qui, en fait, ne jouent pas le jeu. Et vous vous rendrez vite compte qu'il n'y a pas que des petites compagnies, bien au contraire, Thai Airways n'est pas une petite compagnie, il y a Alitalia, désormais appelée ITA, Norwegian, TAP, la compagnie du Portugal, Tunisair, Air Madagascar, Air Algérie, Royal Air Maroc ou encore British Airways. C'est pas des petites compagnies, hein, c'est pas des low cost, vous voyez qu'il n'y a pas de Ryanair, ce genre de truc. Et donc, elle précise aussi, hein, je cite, que ces compagnies-là ont été aidées par leur pays d'origine. Donc, c'est encore quelque chose qui court encore, ça fait 3 ans. Moi, honnêtement, je pensais pas qu'il y avait autant, et c'est pour une avocate, donc elle est peut-être pas un cas isolé, je pensais pas qu'il y avait autant d'argent qui n'était pas encore rendu aux clients. Je trouve ça assez scandaleux, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez scandaleux. Et elle précise que certaines de ces compagnies font même partie des 16 compagnies aériennes qui s'étaient engagées par voie de presse à rembourser l'ensemble des passagers sous 7 jours en octobre 2021. On est en avril 2023. Voilà. Donc voilà pour le premier article. On y va, hein, ce mois-ci. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que les chiffres, je vous laisserai l'article hein, si vous voulez les lire, je trouve les chiffres affolants. Je trouve ça incroyable. Alors, je sais qu'il y a encore des gens aussi qui ont eu des soucis avec les avoirs, etc., machin, mais là, sur les compagnies aériennes, je le dis souvent, les compagnies aériennes, ce sont les pires acteurs, je trouve, dans le monde du voyage, en termes de rémunération inexistante, en termes de négociation ridicule, et là, en termes de suivi client, n'en parlons pas. On parle pas du confort à bord, etc. Bref, on met pas tout le monde dans le même panier, mais là, quand même, je trouve ça, franchement, je trouve ça assez aberrant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais, moi, je suis choquée de lire ça, honnêtement. Article, on va parler des remboursements d'aides d'État. Alors, là, le sujet est un peu particulier. Je ne suis pas une experte de la bourse, hein. C'est pas mon métier, mais je trouvais ça hyper intéressant de vous le partager pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer en 2023. Suite, donc, encore une fois, c'est les répercussions de la crise, on a fait donc des prêts garantis d'État, des PGE, on a mis des aides pour plein d'acteurs dans plein de domaines différents, dans le tourisme, bien sûr, on a aidé les acteurs du tourisme à pouvoir passer la crise, sauf qu'aujourd'hui, il faut rembourser.
Et pour certains groupes, c'est pas évident, c'est même très compliqué. Et là, on va parler de TUI, parce que TUI n'est pas un groupe français. La marque existe en France, mais le groupe n'est pas français. Et du coup, il y a plein de choses dans l'article qui sont intéressantes. On va le lire ensemble, parce que vraiment, en le lisant, je me suis dit, celui-là, je vous le partage, c'est sûr. La première chose, en fait, tout l'article tourne autour de comment ils vont faire pour rembourser les aides d'État. Et là, dès le début, de toute façon, je vous fais un petit zoom, vous allez avoir tout de suite, vous allez comprendre. Donc, TUI va procéder à une augmentation de son capital, et ça fera une valeur de 1,8 milliard d'euros pour rembourser les aides d'État. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? TUI va vendre des actions, et le bénéfice de ces actions va permettre de rembourser des prêts. C'est aussi simple que ça. Je vous laisserai vous renseigner sur la bourse, etc. Encore une fois, c'est pas ma compétence, je vous fais juste la lecture. Mais pourquoi je trouve ça intéressant ? Parce que, en gros, TUI va ouvrir son capital. Donc ça, c'est quand même quelque chose, parce que pour faire rentrer des gens pour vendre des actions, il faut... vous faites rentrer des gens au capital. Ça veut dire que vous avez potentiellement plus de décisionnaires dans vos prises de décision et dans votre stratégie. C'est schématique, donc, le groupe va émettre 329 millions de nouvelles actions ordinaires, avec un ratio de 8 nouvelles actions pour 3 actions existantes. On s'attarde pas là-dessus, mais 329 millions d'actions, ça commence à faire. En gros, là, ce qui nous est expliqué, c'est que l'ensemble des actionnaires existants, donc c'est des gens qui ont déjà des actions, particuliers et institutionnels, ont un pouvoir de souscription ou de céder ce droit à un tiers, mis à part à Alexei Mordatchov, qui est un oligarque russe, ou toute autre personne ou entité qui lui est liée et qui détient indirectement 30,91% de la société via Uniform Limited et Sever Group LLC. Bon, qu'est-ce qui est l'info importante là-dedans ? Je vous le fais schématiquement. En gros, tous les gens qui ont déjà des actions, qu'ils en aient une ou 200 000, on s'en fiche, vont en fait avoir une possibilité d'acheter des actions complémentaires à un prix qui sera inférieur à la valeur marchande d'une action. C'est suite au conflit en Ukraine, c'est expliqué, c'est le gouvernement allemand a émis des sanctions à l'encontre de certains oligarques, comme plein d'autres gouvernements. Ceci explique cela, donc ce monsieur ne peut pas acheter d'actions, ni des gens qui lui sont liés, voilà. Bref, donc ce qui veut dire que TUI va créer de nouvelles actions pour les vendre. Donc c'est une façon de renflouer un petit peu l'entreprise, faire rentrer des gens au capital, ça se fait beaucoup, c'est très très classique, c'est pas un truc hors du commun. Par contre, là du coup c'est de la création d'actions, donc c'est un système un peu particulier. Et il parle de la dynamique qui est encourageante, je vous laisserai aller voir la suite si vous voulez, c'est beaucoup de chiffres, malgré tout ça reste en dessous, c'est pas très loin de ce qui a été fait en 2019, ça va mieux qu'en 2022, bref, en gros ça va mieux. Généralement quand il y a des actions qui arrivent, on dit souvent que ça va mieux aussi. Je dis pas que c'est pas vrai, mais des actions pour qu'elles se vendent, il faut qu'elles se vendent mieux si la société est en bonne santé. Donc ça c'était le deuxième article que je voulais vous partager. Troisième que je voulais vous partager, on va parler de ChatGPT, parce que alors oui c'est le truc dont tout le monde parle. Alors, attendez, je vais dézoomer un petit peu pour commencer. Du coup, y a Expedia et Kayak qui ont annoncé que ChatGPT devient un conseiller voyage. J'ai traversé un peu l'article, je vais le lire quasiment complètement avec vous. Je trouvais ça hyper intéressant parce que, alors comme tout, dans tous les domaines, il y a quelques semaines, j'avais fait une newsletter sur le métaverse, je vous la mettrai dans la description. Si vous voulez, comme ça, vous pourrez aller la voir et la lire. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à la newsletter si vous voulez. J'écris sur plein de sujets différents, sur le tourisme, je décrypte des tendances, mais aussi sur le métier de travel planner. Donc si ça vous intéresse de ne rien rater, inscrivez-vous en newsletter, mais je vous mets d'ores et déjà le lien sur la newsletter du métaverse, que j'ai écrite il y a quelques semaines. Donc, l'IA, le métaverse, ChatGPT, bref, on entend parler de ça tout le temps. C'est les trucs, c'est la révolution, la réalité, la VR, la réalité aussi virtuelle, on en entend beaucoup parler. Dans les faits, est-ce que vraiment ça va tout chambouler ? Honnêtement, c'est trop tôt pour le dire. Et vu les moyens aussi que ça demande, je suis pas sûre que tout le monde s'y mette. Expedia et Kayak vont devenir les 2 premières entreprises du secteur du voyage à intégrer ChatGPT d'OpenIA à leur site et application. L'IA, nouveau conseiller voyage d'Expedia et Kayak. Donc c'est la question de... En gros, est-ce que l'IA va remplacer les conseillers voyage ? La question de fond, c'est ça. Alors, déjà dans le titre, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est que, en gros, Expedia et Kayak se positionnent comme des avant-gardistes, comme les premiers à l'utiliser.
Du coup, c'est aussi un moyen de faire du buzz, c'est aussi un moyen de se dire dans quelques temps, si tout le monde l'utilise, bah nous, on était les premiers. Voilà. C'est aussi de la communication. Hein. Alors, l'intelligence artificielle fait des émules, il fallait s'y attendre. Dans un tweet, Expedia annonce que ChatGPT, le chat conversationnel utilisant l'IA, développé par OpenIA, devient un interlocuteur pour les voyageurs qui souhaitent réserver leur prochain séjour sur Expedia. Selon le tweet d'Expedia, l'outil aura accès à des informations à jour sur la disponibilité et le prix des vols, des hôtels, des locations de vacances, des activités et des locations de voitures à travers le monde. Pour se nourrir, l'IA va piocher dans un contenu de 70 pétaoctets, je ne sais pas quelle taille ça fait exactement, si vous savez dites-le moi, de données de voyage du groupe Expedia. Donc elle va aller piocher, vous savez l'IA, si vous ne savez pas, je vous le fais pareil, hein, très schématiquement, l'IA c'est pas un truc magique, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait quelque chose pour se nourrir. Il faut qu'elle ait une base pour répondre. Donc généralement, quand vous faites une conversation avec une IA, elle se nourrit aussi de vos réponses, de vos questions, et c'est comme ça qu'elle arrive à adapter. Là c'est pareil, il faut lui donner à manger. Alors, ChatGPT, Expedia, Kayak, d'autres entreprises bientôt connectées. Il n'y a pas trop d'infos, hein. Pour l'instant on ne sait pas trop plus que ça. OpenIA a développé des plugins à utiliser par des tiers. Selon le site spécialisé frenchweb.fr, Expedia ne serait pas le seul site de voyage à utiliser ChatGPT. Le comparateur Kayak va lui aussi prochainement implanter le plugin d'OpenIA sur son site et son application. Donc, il y a d'autres articles, si vous voulez aller les lire, je vous laisse le faire. Expedia et Kayak font partie des premières entreprises à avoir reçu un accès à ce plugin. D'autres entreprises y auront accès ultérieurement et pour l'obtenir, il faut s'inscrire sur une liste d'attente. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la rareté. Vous le voyez déjà dans l'entrepreneuriat, ça existe beaucoup. C'est en mode, on n'a pas beaucoup de place, on n'en a que 2, on a choisi un peu des élus, etc. On ne sait pas trop comment ils ont choisi, pourquoi est-ce que c'est eux qui ont été sélectionnés. Est-ce qu'il y a un accord de partenariat? Est-ce qu'il y a un paiement derrière? Sachant que Expedia et Kayak ne vendent pas tout à fait la même chose, ou du moins dans l'esprit des gens ne sont pas marketés de la même façon. Expedia est un outil pour de l'hébergement, en première lecture, hein, je vous fais ça en première lecture. Kayak est un outil de comparateur de billets d'avion. Donc ils ne sont pas à concurrence frontale directe, même si Expedia propose des billets d'avion, mais c'est pas forcément pour ça que le voyageur vient dessus. Est-ce que vous me suivez toujours? Vous me direz oui dans les commentaires. Donc, c'est les deux premiers à l'utiliser. En gros, il y a une liste d'attente, parce que c'est pareil, c'est très récent hein, d'intégrer ce genre de choses, donc je pense qu'il y a des tests qui sont faits, il y a peut-être des bugs qui vont être remontés, il y a peut-être des choses à corriger. Est-ce que ça marche pas? Et aussi, est-ce que ça va plaire aux utilisateurs? Aujourd'hui, je vous rappelle, on est quand même dans un moment où les gens veulent de l'humain. Même si l'IA, c'est très bien, ce n'est toujours pas un humain. Mais on peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Donc, je pense qu'ils vont aussi voir un petit peu comment réagissent leurs clients et les gens qui vont se servir ou qui vont être confrontés au chat de l'IA. Visualiser la démonstration d'Expedia. Alors, il y a une vidéo que vous pouvez aller voir si vous voulez. Je vous laisserai aller la voir. Et je pense que c'est la fin. Ouais, c'est la fin de l'article. Donc, bien sûr, Expedia l'a annoncé sur Twitter. Le lieu de tout, les clashs, les bad buzz, les news, les good news, tout ce que vous voulez. Twitter, c'est vraiment le réseau où il fait bondir tout ce qu'on veut et se faire mousser. Parce que je pense qu'il y a aussi un vrai côté, on est les premiers, on est des avant-gardistes, personne n'a encore mis de l'IA dans ses catalogues, sur ses sites, machin. Voilà, ça fait aussi bien d'être les premiers. L'avant-garde, c'est une vraie stratégie. C'est l'arrivée de l'IA. Alors honnêtement, est-ce que ça va tout révolutionner? On ne sait pas. Il n'y a pas encore assez d'acteurs qui s'en servent. On verra plus tard. Mais je trouvais ça intéressant de vous partager ça. Ce qui veut dire que beaucoup aussi d'autres entreprises vont voir ce qui se passe. Est-ce que, par exemple, ça a développé leur vente? Est-ce que la satisfaction client a été augmentée ou pas? Je pense que c'est des données qui vont être beaucoup suivies et qui vont être regardées par d'autres acteurs du voyage. Et on va passer au dernier article. Et là, on va parler d'un truc, je vous en ai parlé, donc c'est à ce moment-là de la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, qu'il faut faire pause, allez voir le précédent JT et revenir, n'oubliez pas de revenir quand même. Je vous ai parlé de l'APST et de la garantie financière sur le JT du mois de février. Je vous ai parlé de la garantie financière et de la réassurance publique en février, dans le JT de février, donc c'est à ce moment-là de la vidéo que vous pouvez mettre pause, aller regarder la vidéo de février et n'oubliez pas de revenir, parce que sinon il va vous manquer un chaînon. Donc il y a des choses que vous risquez de ne pas comprendre. Là, nous allons parler d'Atradius. Atradius, qu'est-ce que c'est? C'est un assureur, enfin à la base ils font plutôt du crédit. Donc c'est un des acteurs qui propose la garantie financière pour les agences de voyage ou les opérateurs de voyage qui ont besoin d'une garantie financière pour exercer. Et là, la question, c'est est-ce qu'ils arrêtent de faire ça?
Et c'est une vraie question, et c'est une vraie question qui est soulevée et qui soulève un petit peu tout le monde. Et on va lire l'article que je trouve très intéressant. Excusez-moi, j'avais dézoomé. Partie de l'article, alors je vous fais juste un petit... pour vous expliquer, une partie de l'article, c'est un propos qui vient de l'analyse financière de la PST. Après, les questions sont posées directement à Atradius. Mais le début, ce n'est pas Atradius qui parle, hein, je vous le précise. Donc, la personne, donc, elle s'appelle Tatiana Benkaroun, qui est analyste financière de la PST. Elle précise « Atradius est en train de se désengager de la garantie financière ». En gros, qu'est-ce que ça veut dire se désengager ? C'est dire qu'ils arrêtent de garantir des opérateurs du voyage. Pourquoi ? C'est écrit juste en dessous, parce que le tourisme est considéré à risque. De toute façon, quand on fait de l'assurance ou quand on fait du prêt, c'est une donnée qui est un petit peu immanquable, le risque, puisque vous prêtez de l'argent ou vous êtes présent pour garantir quelque chose, on va faire appel à vous quand ça va pas trop bien. C'est toujours la même personne qui parle. Environ 600 acteurs vont se retrouver sans garant financier. Des adhérents auraient reçu un courrier les intimant de trouver un nouveau garant d'ici la fin juin 2023. On est en avril. Juin, c'est dans 2 mois, quoi, en gros. Donc, avant l'été. Donc, le propos est quand même hyper... moi, je trouve ça hyper alarmant. Quand j'ai lu ça au début, je me suis dit, waouh, 2 mois, c'est chaud. 15 déjà, les banques s'étaient désengagées, a poursuivi Tatiana Benkaroun. On s'est retrouvé avec une importante volumétrie. Importante, pardon. Là, avec Atradius, c'est un peu pareil. Le groupe se recentre sur son cœur de métier, le crédit. Effectivement, à la base, ils font plutôt du crédit. Donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'ils ont déjà vécu la situation et que du coup, à la PST, ils ont vu arriver un flot de potentiels adhérents. Sauf que le problème, c'est est-ce qu'ils vont prendre tout le monde ? Est-ce qu'ils vont être plus vigilants sur les dossiers ? Parce que je vous rappelle, on rétropédale quelques temps avant, ils ont dû vendre des locaux pour pallier au fait que Thomas Cook a fait faillite et comme ils sont garants, et ils étaient garants de Thomas Cook, faire partir les clients ou les rembourser. Donc je pense qu'ils n'ont pas du tout envie que ça se reproduise, surtout que on va dire que l'écosystème APST, garantie financière, etc., c'est quand même un peu fragile. Et ça fait un petit peu peur à tout le secteur. Qui est allé interviewer Atradius, parce que l'idée c'est d'avoir les propos directement de la personne. Est-ce que vraiment ils arrêtent ou pas ? Donc, ils sont allés contacter Marc Cambourakis, qui est de chez Atradius. C'est le directeur caution France-Belgique. Voilà. Donc lui, logiquement, il sait. Et il a précisé le renforcement de sa vigilance sur les garanties financières tourisme. Ça veut dire qu'ils ont revu le portefeuille. C'est revu à la baisse. Je ne vous spoil pas la fin de l'article, mais revu à la baisse. Le secteur du tourisme a été impacté de plein fouet par la crise sanitaire. Malgré la reprise et les niveaux d'avant-crise ne sont pas atteints. Alors, ça contrebalance avec certains articles que je vous ai déjà montrés où on dit que on est sur des niveaux de 2019, que tout va bien, qu'on a des grosses prises de commandes. Des deux côtés, de toute façon, ça tire un peu la couverture à soi. Donc, il est possible qu'effectivement, on n'ait pas non plus atteint... Alors, la reprise, c'est en termes de volume, de départ, effectivement, on ne l'a pas atteint. Ça, c'est clair. Par contre, en termes de prise de commande, ça se porte plutôt bien. Mais oui, on n'est pas sur du 2019. 2019 a été une année record, C'est pour ça qu'on la prend aussi en référence. On nous dit, de plus, le contexte économique et les tensions géopolitiques représentent aussi des risques baissiers qui pourraient peser sur la reprise du tourisme ces prochains mois. On parle, alors, inflation et guerre en Ukraine, clairement, ça fait pencher dans la balance. Le secteur reste donc fragile et impose à Atradius de renforcer sa vigilance sur les garanties qu'elle porte. Et il ajoute, de plus, le caractère non capé de la garantie financière des opérateurs de voyage et de séjour pèse fortement sur l'appréciation du risque faite par le marché de l'assurance et de la réassurance, et a fortiori lorsque l'environnement économique et politique est instable ou se détériore. Dans ce contexte, Atradius a décidé d'anticiper les risques liés à ce secteur en effectuant une revue de son portefeuille pour identifier les risques jugés trop importants au regard de la situation contrastée de certains acteurs ou des montants des engagements portés. En gros, ils sont allés prendre tout ce qu'ils avaient dans leur portefeuille, toutes les personnes qui garantissaient, toutes les entreprises qu'ils avaient en garantie, et ils sont allés un peu éplucher ça en se disant « Ok, un par un, on va les regarder, est-ce que continuer à les garantir, c'est un bon deal ou un mauvais deal pour nous ?» Pas de réassurance publique, j'en ai parlé le mois dernier. Le garant, donc Atradius, est prêt à réduire son portefeuille. De toute façon, c'est déjà en cours, c'est déjà en train d'être fait. Il parle de la réassurance publique. Alors, je vous en ai parlé le mois dernier. C'est en gros la création d'un fonds en plus qui va certainement être alimenté par les voyageurs. Voilà. Et sur les voyages à forfait, en fait. Pour l'instant, on n'a parlé que de ça. Mais c'est de l'ordre de 3, 4, 5 euros. On ne sait pas, c'est pas encore défini. Je vous en ai parlé le mois dernier, je vous refais pas l'histoire. Mais du coup,
on a attendu longtemps aussi que l'Europe et que Bercy valide, soit OK sur la viabilité de la PST. Comme il y a eu la faillite Thomas Cook, il y a eu beaucoup d'argent à sortir, il y a eu des ventes de locaux, etc., etc. Il y a quand même un peu une peur que si jamais il y a un gros truc qui se produit et que c'est quelqu'un qui est garanti par la PST, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a quand même un peu ce truc qui plane. Tout le monde en parle un petit peu, voilà, ça reste un peu en épée de Damoclès, quand même. Donc, la fameuse réassurance publique, elle est valable que jusqu'à fin 2023. Donc, l'exercice de 2022-2023. Mais en gros, on ne sait pas, d'ici la fin de l'année, là, dans même pas 10 mois, dans 8 mois, ce qui va se passer. Donc, Atradius, ils se sont dit, nous, on n'a pas très envie d'adhérer au fonds qui est créé, donc la réassurance publique, ce fonds public qui va être créé pour 8 mois, alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 8 mois. Est-ce que le fonds existe toujours? Est-ce qu'il n'existe plus? Voilà, ils n'ont pas eu envie d'adhérer à ça. Et du coup, ils se sont aussi dit, peut-être qu'on va faire du tri dans les gens qu'on garantit parce que ça sent pas très bon tout ça, quoi. Détenait en 2021 11% de part de marché, ce qui est quand même pas mal. Et il compte aujourd'hui des opérateurs bien connus. Alors moi, je savais pas, j'ai vu effectivement des noms, Voyageurs du Monde, Intermed, c'est pas des petits acteurs du voyage. Mais des grands comptes sont déjà sortis de leur portefeuille, notamment Carrefour Voyage qui est passé à la PST. Alors, j'allais dire peu importe les noms, mais du coup, ce qui se produit aussi, c'est que la PST va garantir beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et va pas avoir un monopole, mais on n'est pas très loin. Et ça, généralement, en termes d'assurance et de sécurité, c'est pas ouf. D'où l'idée du fonds pour surgarantir un peu la PST, si vous voulez. Ça fait une couche en plus pour garantir le voyageur. Mais du coup, plus il y a de gros acteurs chez la PST, plus, s'il y en a un de ceux-là qui se casse la margoulette, c'est le domino, hein, c'est l'effet papillon, ça entraîne tout le monde. Donc c'est aussi ça, c'est aussi une préoccupation, c'est pas que le fond du problème, c'est pas que Atradius qui arrête, c'est ce que ça veut dire aussi en face. Donc la PST plus exigeant, ça c'est la question aussi, c'est du coup la PST voit arriver un flot de personnes qui veulent adhérer, parce que ils ont besoin d'une garantie, parce que sans garantie, ils peuvent plus exercer. Hein. Le problème, c'est un peu, ce qui c'est un petit peu dit aussi dans l'article, le problème c'est que Atradius, c'est un peu délesté comme ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas, on n'était pas là. Mais Atradius aurait pas vraiment pris de délai pour dire aux gens d'aller voir ailleurs s'ils y sont. Donc voilà, ça aussi, ça peut être un problème. Et du coup, la PST se dit, on va voir arriver tous ces gens, mais nous, on peut peut-être pas garantir tout le monde. Et on n'aura surtout pas le temps, en fait, parce que la PST, c'est un process qui est long. Là, si à juin, il faut que X dizaines d'opérateurs aient une nouvelle garantie pour continuer à exercer, pas sûr que la PST ait réussi à faire passer tout le monde en commission et valide les dossiers. Là aussi, c'est pas forcément évident. Et du coup, Tatiana Benkaroun, c'est la dame qui est en photo juste ici. Et c'était donc lors d'un congrès des entreprises du voyage où elle parlait effectivement, la convention des entreprises du voyage, elle parlait de ce cas-là. Et elle disait, en parlant de la PST, son but est d'intervenir en cas de défaillance. Mais c'est aussi à nous de nous protéger pour protéger les autres. Donc c'est vraiment cette notion de, ok, on va garantir des gens, mais par contre, le problème c'est que c'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Si on prend tout le monde, on a 100% de risque, peut-être qu'il se passe un truc... Et sachant qu'en début d'année, il y a déjà Évasion Spirit qui a été mis en liquidation, ça fait pas mal de gens qui ne partent pas. Donc il y a déjà des choses à rembourser sur l'année 2023. On commence déjà avec des faillites. Donc compliqué aussi pour la PST. Il précise qu'effectivement les gens qui mettent trop de temps à envoyer leur bilan, par exemple les gens qui n'enverraient pas les bilans au mois d'août, ils ont jusqu'au mois d'août de l'année en cours pour le faire, ils pourront être radiés. Et pour revenir, il va falloir refaire un dossier d'adhésion. Donc moi je trouve pas ça plus mal, qu'il y ait un petit peu plus de sévérité. Par contre, le fait qu'il n'y ait quasiment que la PST sur le marché aujourd'hui, moi honnêtement ça m'inquiète un petit peu. Ça reste un petit peu complexe, cette situation est quand même assez complexe, c'est une situation qui préoccupe beaucoup de gens dans le voyage, beaucoup de gros opérateurs, ça questionne beaucoup parce que ça peut, je vous dis, un Carrefour Voyage... Oui, Carrefour Voyage est passé à la PST. Ça fait quand même des gros réseaux qui arrivent et vous pouvez pas vous permettre en tant que réseau ou en tant que directeur d'agence ou de tour opérateur de plus pouvoir exercer dans 2 mois. Alors, l'été arrive, il y a les prises de commandes, il faut que les gens puissent partir. Donc je pense que honnêtement, il y a aussi un degré d'urgence qui est hyper important et qui va pas faciliter les choses du tout. Petite conclusion, j'avais envie de vous parler de ChatGPT parce qu'on en parle partout. Donc oui, je suis comme tout le monde, je vous parle de ce dont on parle, mais parce que j'en vois tous les jours aux infos,
dans des reportages, sur des posts Instagram, en nous disant est-ce que les humains vont être remplacés par l'IA, etc. Comme tout, vous savez, ça fait beaucoup de bruit quand ça sort, parce que c'est des avancées technologiques, très clairement. Maintenant, dans les faits, combien de temps ça va prendre? Est-ce que ça va se mettre en place? Le coût que ça a? Pour l'instant, c'est pas fait. Il y a 2 opérateurs qui vont tester l'IA sur un chat de réservation. Ça va, mais c'est à suivre. Ça reste intéressant, c'est à suivre. C'est des choses qu'il faut que vous sachiez qui existent parce que peut-être que demain, vous aurez envie de mettre des chats avec de l'IA sur vos sites, peut-être. Les remboursements de billets d'avion, alors pareil, je suis choquée que 3 ans après... Alors, choquée sans être étonnée, ça m'étonne pas que pas tout le monde ait remboursé, mais quand même. Donc ça, c'est important. Et surtout, je vous le dis, parce que si vous avez des clients ou des gens, vous savez qu'ils ont des soucis pour se faire rembourser, écoutez, vous avez le nom de l'avocate, dites-leur de la contacter parce qu'elle fait des recours collectifs. Donc recours collectif, ça veut dire qu'on massifie toutes les demandes ensemble et généralement, c'est plus fort. Même si là, c'est quand même compliqué de faire entendre une voix. Le remboursement du prêt d'État par TUI, enfin des aides d'État, et du coup l'ouverture au capital, là aussi je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que c'est pas les seuls. Il va y avoir d'autres entreprises qui, là, cette année, vont devoir commencer à rembourser. Je pense que ça va être compliqué. Je pense, et moi je le vois déjà, et on le voit déjà, qu'il y a des glissements de personnel, il y a des choses qui sont rachetées, des cessations, ça va évoluer. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Le monde du voyage va un peu bouger, là, sur 2023-2024. C'est une façon comme une autre de rembourser, mais du coup, ça veut dire ouvrir son capital à plus de gens. Ça et la PST, parce que c'est un dossier je pense qu'on va suivre pendant des mois. Je pense même peut-être qu'on va faire un live spécial sur ça pour en parler, parce que c'est un truc assez particulier. C'est hyper intéressant et c'est un truc sur lequel les agences misent beaucoup. En fait, pour parler de sécurité aux clients, beaucoup parlent de la garantie financière, etc. Sauf qu'on voit que là, pour l'instant, le modèle est dans une situation un peu complexe. Et c'est hyper intéressant de suivre ça parce que le fonds de réassurance publique va être financé par les voyageurs. Donc je sais pas si ça sera dit ouvertement, si les gens vont en être informés. En soi, c'est comme de l'assurance en fait, donc c'est toujours le bénéficiaire qui paye l'assurance. Mais ça fait une charge en plus sur la facture pour le client. Donc voilà, ce JT du mois de mars, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que c'est un format qui vous plaît toujours. N'hésitez pas dans les commentaires en dessous de la vidéo à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez toujours ce format, à réagir aussi aux articles. Je vous mets tous les liens comme ça si vous voulez aller les lire, si vous voulez les conserver, allez-y. Et c'est le moment promo, abonnez-vous, commentez, likez la vidéo. Voilà, ça mange pas de pain, ça fait grandir la chaîne, ça permet à plus de gens de la connaître. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire et à partager mes vidéos, vous êtes nombreux, donc merci beaucoup. Et moi je vous dis rendez-vous au mois prochain pour un prochain JT. Et en attendant, vous aurez des vlogs sur le mois d'avril.